Ouais, c'est vrai. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence sur le thème des enjeux du dialogue social dans les TPE-PME, webconférence organisée par l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du Var. Nous accueillons nos intervenantes, Madame Myriam Barnel, présidente de l'Observatoire départemental du dialogue social et de la négociation du Var, et Madame Charline Leplat, directrice adjointe du travail au sein de la direction régionale PACA de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans l'onglet « Questions ». Nos intervenantes y répondront en fin de réunion. Alors tout de suite pour démarrer, Madame Barnel, vous êtes présidente de l'Observatoire départemental du dialogue social et de la négociation du Var. Pouvez-vous nous indiquer de quoi il s'agit ? Bonjour à toutes et tous, merci Madame Chauvin. L'Observatoire du dialogue social est né d'une ordonnance en septembre 2017 qui a donc souhaité la création de cette instance paritaire qui comporte 6 membres des organisations syndicales de salariés représentatives et 6 membres des organisations professionnelles des employeurs également représentatives, plus des personnes représentant l'ADETS, qui est la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc cette instance qui se réunit régulièrement et qui est départementale, donc dans chaque département est née cette instance, a pour objet de favoriser, encourager le dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 salariés. Il faut savoir que dans le département du Var, il y a 31 253 établissements qui réunissent 147 518 salariés. Donc, il est important d'avoir cette création de cette instance au vu du nombre de salariés que nous avons dans le département du Var. Ces missions, établir un bilan annuel du dialogue social dans l'entreprise. Donc, vous aurez quelques éléments dans la suite de cette PowerPoint. Ensuite, être saisi par les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation, bien évidemment dans un esprit de conseil et d'analyse, et puis apporter son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. À vous, Charline. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré au dialogue social en entreprise de proximité. Dialogue social qui d'ailleurs a pris une acuité tout à fait particulière avec la crise sanitaire que nous avons traversée. Alors, en propos introductifs, nous vous proposons de vous faire un petit focus sur l'un de ces acteurs du dialogue social de proximité, le comité social et économique, instance de représentation du personnel qui remplace, se substitue aux anciens délégués du personnel pour les plus petites entreprises, à l'ancien comité d'entreprise ou à l'ancien CHSCT. Donc, instance de représentation du personnel qui donc doit être mise en place dans toutes les entreprises qui comptent au moins 20 salariés sur 12 mois consécutifs. Alors, l'organisation de ces élections professionnelles, de rappeler quand même qu'elle existe depuis le 1er janvier 2020, c'était la date vraiment butoir dernière. Et donc, il s'agit pour les entreprises, ce n'est pas une option que d'organiser les élections professionnelles, c'est une obligation. Alors, de rappeler très rapidement que, outre pour les entreprises qui n'auraient pas organisé ces élections professionnelles, elles encourent un risque juridique non négligeable, un risque d'abord de nature pénale, puisque le fait de ne pas organiser d'élections professionnelles est susceptible d'être pénalement sanctionné, un risque juridique plus civil, puisqu'un certain nombre de procédures internes que l'entreprise pourrait dérouler, je pense par exemple à des procédures de consultation en vue du reclassement d'un salarié devenu inapte, eh bien ces procédures deviennent irrégulières du fait de l'absence d'un CSE, avec à la clé
un risque de condamnation de l'entreprise à des dommages et intérêts. Donc, vous l'avez compris, outre ce risque juridique, au-delà même de ce risque juridique non négligeable, il y a aussi le fait pour l'entreprise de ne pas être dotée d'un CSE, elle perd finalement une chance de mieux fonctionner, puisque le CSE a notamment pour vocation de venir en appui du chef d'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Elle perd aussi, si l'entreprise n'a pas de CSE, aussi la chance, et on va voir, d'avoir en face d'elle un acteur potentiel de la négociation collective de l'entreprise. Donc, elle perd la chance de pouvoir négocier un accord d'entreprise qui lui soit adapté. Alors, très rapidement, donc ce focus étant fait, pour plus de précision, je vous invite à prendre connaissance de l'outil qu'a justement réalisé l'Observatoire d'analyse et d'appui du dialogue social du Var sur l'organisation concrète, précise des élections professionnelles. Donc, webinaire auquel je vous renvoie avec beaucoup d'intérêt. Alors, le dialogue social pour qui? D'abord, communiquer, informer, consulter, négocier, voire conclure un accord d'entreprise, telles sont un petit peu les différentes facettes qu'il y a sous ce terme, de ce vocable du dialogue social, facettes qui peuvent être formelles et d'autres plus informelles, mais qui toutes contribuent à créer du lien dans l'entreprise. Le dialogue social, parce qu'il est d'abord un dialogue social en entreprise, est un dialogue social de proximité qui a vocation donc à répondre aux problématiques particulières, aux besoins spécifiques de l'entreprise et donc à permettre aussi, lorsque ce dialogue social aboutit à un accord d'entreprise, à faire en sorte que cet accord d'entreprise soit parfaitement en écho à ses besoins et aussi finalement parviennent à adopter un accord d'entreprise qui ressemble à l'entreprise. Le dialogue social permet ainsi d'être en phase vraiment, véritablement avec la réalité du terrain, des acteurs de terrain, des acteurs internes de l'entreprise et permet donc de débattre aussi des enjeux de transformation. Et là, surtout en ce moment, ces enjeux ne manquent pas, des enjeux de transformation dont ils sont actuellement à débattre. Alors, ce dialogue social, parce que vous l'avez bien compris, est avant tout un dialogue social de proximité. On parle des petites entreprises, des entreprises de moins de 50 salariés. Et bien, ce dialogue social n'est plus un privilège réservé aux plus grosses entreprises. Ce dialogue social est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en ce compris pour une entreprise qui n'aurait qu'un seul salarié, et on verra de quelle manière ce dialogue social peut être organisé. Et nous verrons, ce qui est facilitant pour ce dialogue social de proximité, c'est que tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise le sont aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et autre aussi facteur facilitant ce dialogue social de proximité, c'est d'avoir une multitude d'acteurs avec lesquels le chef d'entreprise peut négocier des accords adaptés et spécifiques à l'entreprise qu'il dirige. Voilà. Le dialogue social, pourquoi ? Comme vous pouvez le voir sur la diapo, trouver un consensus entre l'employeur, les salariés, dans la recherche d'un intérêt collectif. Il est bon de se dire toujours que le dialogue social, ça a véritablement ce but de trouver un accord qui satisfasse l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dans l'intérêt collectif, certes, mais aussi pour en assurer sa pérennité. Le dialogue social, il peut permettre de prévenir ou résoudre les conflits individuels ou collectifs. On sait très bien qu'une discussion en amont peut désamorcer beaucoup de situations et permettre justement d'aboutir à une situation qui soit beaucoup plus apaisée et où les salariés, comme l'employeur, se retrouveront dans un esprit serein pour assurer leurs tâches. Développer aussi l'attractivité de l'entreprise. On a toujours tendance à dire que un employeur et un salarié heureux, eh bien, sont là aussi pour satisfaire leur clientèle et faire des clients heureux. Aider le chef d'entreprise dans la gestion des ressources humaines, qui là aussi est un véritable métier et dont on a besoin d'outils, c'est se nourrir d'outils aussi, ce que ce dialogue social. Organiser et améliorer les conditions de travail. On le sait bien dans un contexte particulier comme l'a cité Charline, dans
où nous avons vécu des situations compliquées. Les conditions de travail sont à mettre bien plus en avant et font partie du dialogue social. Favoriser la compétitivité et la performance économique et sociale de l'entreprise. On sait pertinemment que pour assurer sa pérennité, il faut aussi être compétitif et toujours rechercher l'économie qui va faire assurer cette pérennité. Développer et améliorer la qualité de vie au travail. Il ne faut pas que ça soit un vain mot, que la qualité de vie au travail. Il faut véritablement en discuter. Et puis répondre aux besoins et réalités, les spécificités de l'entreprise, si nécessaire, par la négociation d'un accord adapté justement à ces spécificités. Alors l'intérêt du dialogue social est multiple au niveau des accords que l'on peut négocier. Le plus proche de nous, ça a été la gestion effectivement de cette crise sanitaire Covid, où il a fallu agir dans l'urgence et véritablement se retrouver face à ses salariés ou aux représentants de ses salariés pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi assurer la santé et la préservation des salariés. Donc, il a fallu mettre en place l'accord télétravail, donc qui a permis justement à la fois de répondre aux contraintes que l'on nous a imposées, ne serait-ce que le confinement, et puis la continuité de l'activité de l'entreprise. Et puis aussi, ça peut être dans la mise en œuvre de mesures dérogatoires ouvertes par la loi, les accords durée du travail, l'activité partielle, pour répondre justement soit à des surcharges de travail, soit à des périodes qui vont être plus ou moins condensées. Donc cela fait partie aussi des exemples de l'intérêt du dialogue social. Alors voilà un peu les grands axes, le dialogue social pour qui, pourquoi, et là le dialogue social comment. Alors le dialogue social, j'aurais peut-être tendance à dire, ne se décrète pas. Le dialogue social se co-construit au plus près du terrain, là encore, au plus près des acteurs de l'entreprise concernée. Pour se construire, il a besoin d'un terreau pour se nourrir, il a besoin d'échanges réguliers. Et pour les structures qui sont dotées d'un CSE, ces échanges réguliers, évidemment, ont vocation à se tenir en priorité lors des réunions qui associent de manière simultanée le chef d'entreprise et les représentants élus du personnel, des membres donc du comité social et économique. Mais il y a cet espace évidemment dédié, prioritaire, important pour toutes les raisons. On a vu santé, sécurité, économie. Enfin bon, bref, le CSE est un acteur incontournable et important. Mais il y a aussi tous les espaces dits plus informels, mais qui nourrissent aussi le dialogue social de proximité dans l'entreprise. Et là, les outils, surtout avec la crise sanitaire, les outils technologiques qui ont émergé tous azimuts dans toutes les entreprises, permettent aussi de faciliter en partie aussi ces échanges réguliers. Donc ça peut être effectivement des échanges via l'intranet de l'entreprise, ça peut être aussi des échanges lors de brainstorming, la création de boîtes à idées, des petits déjeuners entre collaborateurs, et on le verra, une entreprise aussi dont on va bientôt voir le témoignage illustre aussi parfaitement le souci de créer ces espaces de dialogue social. Mais dans quel but tout cela? Dans le but finalement d'instaurer ou de développer une confiance réciproque pour écouter, savoir expliquer, savoir échanger, savoir informer. Tout ça contribue à fluidifier les relations sociales dans l'entreprise. Madame Barnel nous le rappelait, ça permet de décompenser les tensions qu'il peut y avoir au travail. Et ces tensions ont été vives, notamment à l'occasion du télétravail, puisque il y a eu dans cette phase très atypique, urgente de confinement, les secteurs dits essentiels ou les postes dits essentiels et les emplois qui étaient, eux, télétravaillables. Et on sait que dans une même entreprise, il pouvait y avoir des gens qui devaient continuer à être sur leur poste et d'autres qui pouvaient télétravailler. Et on le sait,
que cette répartition du personnel a été aussi source de tension entre, pour prendre un petit peu l'image qui a été évoquée par quelques organisations syndicales, les cols bleus et les cols blancs. C'est-à-dire qu'on retrouvait finalement avec le télétravail un mode de fonctionnement qu'on n'avait pas vécu depuis des années. Et là, on retrouvait une espèce de césure au sein de la collectivité de travail. Et ça, il est clair que le dialogue social a permis, dès lors qu'il est de proximité, a permis de désamorcer des tensions qui pouvaient être préjudiciables à cette réorganisation en urgence et empirique du travail en entreprise. Donc, importance de ces échanges réguliers et effectivement, Madame Chauvin, une entreprise que vous allez, Hans Technologies, nous a fait le plaisir de livrer son témoignage sur ces espaces de dialogue social régulier qu'elle a tenté d'instaurer, bien que n'ayant pas de comité social et économique. Alors effectivement, nous allons, pour illustrer ce premier propos, nous vous proposons d'entendre le témoignage de la PME Hans Technologies, dont le siège social est à Toulon, qui a un effectif de 15 salariés répartis en 2 activités et travaillant sur des sites distincts de la région PACA. Son comité social et économique est en cours de renouvellement. Donc on écoute tout de suite le témoignage d'Hans Technologies. Bonjour, je me nomme Charlotte Lair, je suis responsable recrutement de la société Hans Technologies. J'occupe ce poste depuis 5 ans. Je suis Coralie Rigaud, Community Manager en alternance et j'occupe ce poste depuis le 25 octobre 2021. Donc Hans Technologies a été fondée par 2 passionnés d'informatique, et plus particulièrement de télévision numérique, Monsieur Olivier Beltra et Monsieur Jean-Christophe Julien. Donc, nous employons donc 9 ingénieurs R&D, donc sous l'activité prestation de services ESN, et 4 en bureau d'études. Alors, le dialogue social chez Hans Technologies se décline sous plusieurs aspects. D'abord, je tiens à préciser que nous accordons beaucoup d'importance à chaque collaborateur, qu'il soit futur ou dans la structure Hans Technologies. Nous allons commencer par les futurs collaborateurs, donc appelés candidats. Lorsqu'ils arrivent chez Hans Technologies, il y a donc l'onboarding, donc le moment où nous accueillons le collaborateur, où nous lui donnons le livret d'accueil. Plus après, il va y avoir donc l'intégration directement chez le client. Et c'est là où nous mettons donc le dialogue social en route. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les 3 semaines, nous avons une réunion Zoom avec tous les collaborateurs pour la présentation des nouveaux et ensuite le tour de table avec l'avancée des projets. Au sein d'Hans Technologies également, nous avons des événements de cohésion lorsque les mesures sanitaires le permettent. Ces événements de cohésion sont des repas d'équipe, puisqu'effectivement, comme je vous l'avais indiqué auparavant, nos collaborateurs se trouvent au sein des bureaux d'études répartis entre Toulon, Aix et Marseille. Afin de toujours mettre nos collaborateurs en avant, nous avons procédé avec la Community Manager de mettre en valeur chaque mois un collaborateur. C'est ce qu'on appelle le verbatim du mois. Ce verbatim consiste à mettre en valeur le projet, l'avancée du projet du collaborateur. Mon intégration s'est bien passée. C'est vrai qu'on est dans une petite structure, donc je peux discuter facilement avec tous les collaborateurs. Avec les réunions Zoom, j'ai aussi pu rencontrer tout le monde. Au niveau des verbatims, je peux les lire, connaître un petit peu les projets de chacun, où ils travaillent, et ça me permet de connaître absolument tout le monde au sein de Hans Technologies. C'est vrai qu'on a une grande facilité à parler avec tous les collaborateurs, que ce soit avec Madame Lair ou Monsieur Julien, Monsieur Beltra, qui sont très ouverts à la conversation, à la discussion. Donc on a vraiment des grandes facilités à aller vers eux pour leur poser des questions, pour leur parler de quelques problèmes que ce soit, pour lancer des idées.
On a de véritables ambassadeurs sur les réseaux sociaux qui renforcent le collectif de l'entreprise. Ils ont un sentiment d'appartenance à l'entreprise et on le voit sur les réseaux sociaux justement quand ils likent ou quand ils repartagent nos publications. Le bénéfice du dialogue social peut se résumer en un mot, la confiance, la proximité effectivement aussi. Puisqu'en fait, les salariés se sentent considérés, se sentent accompagnés, se sentent écoutés. D'où la priorité de pouvoir être disponible pour eux. Puisque, on le sait tous, un salarié qui se sent bien dans ses fonctions est un salarié productif. Pour moi, il est essentiel de pouvoir l'écouter et l'accompagner. Il y a également un autre enjeu, c'est au niveau stratégie par rapport à M. Beltra et M. Julien, puisque par mon intermédiaire, il y a des remontées terrain de chaque collaborateur se trouvant au sein du bureau d'études du client. Ça leur permet effectivement de suivre au mieux tous les enjeux de tous les ingénieurs. Donc un grand merci à l'entreprise Tendance Technologies qui a accepté de témoigner de la mise en place d'espaces de dialogue social en son sein. Alors effectivement, comme je le précisais tout à l'heure, on est sur une petite structure d'une quinzaine de salariés, avec cette particularité d'avoir des salariés qui sont répartis sur plusieurs sites géographiques, d'où l'importance de mettre en place des espaces de discussion avec chacun, dans un contexte depuis le confinement un peu plus difficile, puisqu'effectivement, on a eu un peu moins de moments de convivialité, mais avec des outils tels que Zoom ou d'autres outils de conférences qui ont permis de maintenir ce lien. Je vous redonne la parole, mesdames. Oui, je vous remercie. Alors, je vous propose après un témoignage comme ça, vif et dynamique, voilà, quelques données chiffrées aussi, qui sont aussi une illustration de la négociation collective dans le département du Var. Alors, de balayer avec vous le nombre d'accords d'entreprise nouveaux qui ont été signés en 2020 et les thèmes sur lesquels les entreprises varoises ont négocié en 2020. Alors, au total, sur cette fameuse année 2020, nous avons 638 accords qui ont été signés, toutes entreprises confondues. Mais parmi ces 638 accords, on se rend bien compte que les entreprises de moins de 50 salariés tiennent une place importante, puisque plus de la moitié de ces accords ont été signés par ces entreprises de moins de 50 salariés. Bien, ça c'est une première donnée qui est parlante, qui est explicite sur la part de la négociation collective dans le département du Var, dont on voit bien qu'elle n'est pas dédiée, réservée aux plus grosses entreprises, loin de là. Ce qu'on peut constater aussi à la lecture de ces chiffres, quand on balaye la comparaison entre les données chiffrées de 2019 et celles de 2020, c'est qu'on voit une progression du nombre d'accords d'entreprise signés entre 2019 et 2020 de l'ordre de 3%. Alors que 2020, finalement, était quand même une année, on le sait, on l'a dit, compliquée, eu égard à la crise sanitaire, ou durant laquelle on aurait pu penser que le niveau de la négociation collective avait baissé. Mais cette progression, en fait, traduit la réactivité qu'ont eu les entreprises via les accords d'entreprise pour répondre justement aux problématiques de la crise sanitaire et donc pouvoir, via la négociation d'entreprise, s'emparer de différents dispositifs. On pense notamment à l'activité partielle de longue durée, ou on pense également à des mesures, on va dire, temporaires qui ont permis de déroger temporairement au Code du travail le temps que passe cette crise sanitaire. Donc ça, c'est sur l'aspect quantitatif. Ensuite, le tableau qui suit illustre quant à lui les thèmes sur lesquels les entreprises du département du Var ont négocié. Alors là, il n'y a pas lieu à discussion. Au premier rang de ces thèmes, c'est l'épargne salariale, puisqu'il y a 52%, 51%, 52% en 2020. L'épargne salariale
est et reste le thème privilégié, majeur, sur lesquels les entreprises négocient. De vous dire en parallèle que c'est une donnée varoise, mais c'est une donnée aussi qui se vérifie sur PACA, sur les différents départements de la région PACA, mais aussi sur un plan national, où donc l'épargne salariale, sous ses différents aspects, l'intéressement et la participation, font l'objet d'accords d'entreprise et continuent à l'être au jour d'aujourd'hui. Et puis arrive donc ça, épargne salariale, 52, plus de la moitié des entreprises de moins de 50 salariés ont négocié sur cette épargne salariale, et on constate également via ce tableau, tout en bas du tableau, dans la catégorie autre, à 19%, les entreprises ont négocier sur cette autre catégorie. En fait, dans cette dénomination rentrent effectivement les mesures, surtout quand on est sur 2020, les mesures, les accords qu'on appelait Covid, justement, qui ont permis durant cette année compliquée de déroger au Code du travail, ou encore inversement, je pense aussi à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui a pu être donc mise en place notamment via un accord d'entreprise qui pouvait être relié d'ailleurs à l'intéressement. Voilà un petit peu l'état des lieux rapide sur un plan quantitatif et qualitatif de la négociation d'entreprise dans le département. On l'a vu tout d'abord en début de webinaire. Par rapport au volume global des entreprises, il y a encore des marges de progression, puisque finalement, pour l'ensemble des 158 000 entreprises, 151 000 entreprises, voilà, on a 638 accords qui ont été signés. Donc voilà, donc il y a effectivement encore de quoi faire. Voilà. Alors, on a vu pour qui, comment. Maintenant, on continue. Quels sont les acteurs avec lesquels l'entreprise peut négocier, puisque là, c'est là une évidence, pour négocier, il faut être au moins deux. Et donc, le chef d'entreprise a la possibilité de négocier avec différents acteurs, mais quels sont-ils ces acteurs? Alors, à cette réponse, à cette question, pardon, la réponse varie en fonction des effectifs de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise. Ça, c'est le principe de réalité qui oblige, qui permet effectivement de différencier les acteurs en fonction de la taille de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Par contre, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, le principe majoritaire demeure. Et donc, ça, c'est le principe de la légitimité, puisque un accord n'est valable que lorsqu'il requiert la majorité, et on verra de quelle majorité nous parlons. Alors, premier acteur potentiel, parce que quand il existe, quand je dis premier, quand il existe, c'est un acteur exclusif avec lequel le chef d'entreprise se doit de négocier, c'est le délégué syndical qui, hier comme aujourd'hui, conserve le monopole de la négociation dans l'entreprise. De rappeler sur ce point que le délégué syndical pour les entreprises dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu'il y a un comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif, c'est-à-dire qui a obtenu au moins 10% des votes au premier tour des élections professionnelles du CSE, ce syndicat représentatif peut désigner au sein même du CSE donc un élu, qui est élu déjà, mais le désigner comme délégué syndical. Du coup, sur la tête de cet élu, il aura deux casquettes, celle d'élu du personnel et celle de délégué syndical, avec lequel donc l'employeur signera, en tout cas négociera d'abord, pour signer éventuellement un accord d'entreprise qui convienne aux deux parties. Là aussi, principe majoritaire, puisque dès lors que l'organisation syndicale a obtenu 50% des voix au premier tour des élections professionnelles. Donc, on voit bien l'enjeu qu'il y a sur ce premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. Eh bien, l'accord est valablement signé parce qu'il est majoritaire. Si par contre, ce syndicat, avec d'autres syndicats, n'ont obtenu que 30% des voix, eh bien, cet accord, au jour d'aujourd'hui, n'a plus vocation à s'appliquer en tant que tel. Dans ce cas, il y a la possibilité pour les organisations syndicales, ou alors d'ailleurs pour le chef d'entreprise, de soumettre cet accord qui n'a pas obtenu 50%,
mais seulement maximum 30%, de soumettre ce projet d'accord, puisqu'il n'est pas encore un accord, à un référendum auprès des salariés. Voilà, donc ça c'est, on va dire, une disposition qui est connue du Code du travail, puisqu'il n'y a pas eu de modification majeure, si ce n'est effectivement dans la définition de ce qu'est un accord d'entreprise majoritaire. Par contre, et là parlons des autres entreprises et de celles pour lesquelles jusqu'alors la négociation d'entreprise était quasiment juridiquement impossible, dès lors que l'entreprise avait moins de 11 salariés, ou alors pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais qui n'avaient ni délégué syndical, ni comité social et économique. Et il est vrai jusque-là, juridiquement, pour ces entreprises, il était quasiment juridiquement impossible de négocier un accord d'entreprise, sauf de manière tout à fait marginale, exception, c'était une exception pour l'intéressement et pour l'épargne salariale. Là, il était possible de recourir à un référendum. Aujourd'hui, sur tous les thèmes que Madame Barnel va évoquer, il y en a de très très nombreux, puisque là, la branche, au niveau de la branche, il y a quelques thèmes qui sont restés du niveau de la branche, mais tout ce qui n'est pas du ressort de la branche et du ressort de l'entreprise est à la main de l'entreprise. Dès lors, pour les entreprises qui n'ont pas de CSE et pas de délégué syndical, comment faire? Eh bien, l'entreprise de moins de 11 salariés qui se trouve dans cette situation-là, eh bien, l'employeur peut soumettre directement sur tous les thèmes, la durée du travail, les salaires, les primes, la formation, les congés, bref, sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise, directement cette proposition au référendum des salariés. Dans ce cas-là, c'est l'employeur qui organise concrètement les modalités de cette consultation. Il en fixe la date et l'heure, sachant qu'évidemment, cette consultation doit avoir lieu pendant le temps de travail. Il soumet 15 jours avant cette consultation cette proposition d'accord aux salariés, lesquels salariés votent à bulletin secret. L'employeur ne vote pas. Les salariés votent à bulletin secret sur cette proposition d'accord. Si cette proposition obtient les 2/3 des votes des salariés, eh bien, il y a là un accord d'entreprise parfaitement valable. Il en est de même pour les entreprises de plus grosse taille, celles qui comptent de 11 à 20 salariés, là, qui n'ont pas d'élus, pas de délégué syndical, hop, même processus. Consultation directe du personnel, moyennant donc l'organisation de ce référendum. Donc là, vous l'avez bien compris, principe majoritaire, même ultra majoritaire, puisqu'on demande, il n'y a pas d'élus. Donc on demande une majorité forte des 2/3 du personnel. Pour les entreprises qui, quant à elles, n'ont pas de délégué syndical, mais ont un comité social et économique, eh bien là, il y a une option pour les entreprises de 11 jusqu'à 49 salariés. L'employeur a la possibilité, première option, de demander, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir un comité social et économique, de demander à ses élus titulaires de négocier excusez-moi, voilà, on avait perdu le son. Merci. C'est dommage. Et donc, non, alors donc oui, pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui n'ont pas délégué syndical, mais qui ont un CSE, l'employeur a une option. Première chose, il peut consulter, négocier avec les élus titulaires de son comité social et économique. Dès lors que ces élus titulaires ont obtenu, principe majoritaire, 50% des voix au premier tour des élections professionnelles, eh bien, hop, pas de référendum à organiser, l'accord est aussitôt valable. Autre possibilité, donc c'est vraiment un choix, hein, c'est une alternative qui existe pour le chef d'entreprise, ou bien pour des salariés qui ne seraient pas élus du personnel, mais qui ont été mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, ou à défaut au niveau national et interprofessionnel, eh bien, ces salariés de l'entreprise non élus, spécifiquement mandatés par une organisation nationale pour négocier un accord d'entreprise, eh bien, il y a ces premiers échanges
entre le chef d'entreprise et les salariés ainsi mandatés. Et là, ce n'est qu'un projet d'accord, puisque bien que mandaté, ensuite, il faut un référendum, majoritaire. Donc là, mandatement plus référendum des salariés pour que l'accord soit valablement adopté. Donc, vous l'avez bien compris, la négociation d'entreprise, quelle que soit sa taille, est toujours possible. L'interlocuteur varie, les thèmes sont extrêmement nombreux et tout est donc effectivement mis en place pour que l'entreprise puisse adapter à ses spécificités, à ses besoins, à celles et ceux aussi de ses salariés, d'avoir vraiment un accord d'entreprise qui soit en adéquation totale avec ses besoins. Voilà, pour les acteurs de la négociation d'entreprise. Alors peut-être, excusez-moi, une petite précision pour nos auditeurs. Quand on parle d'entreprise à partir de 11 salariés sans élus, il s'agit d'entreprises qui ont organisé des élections professionnelles et qui n'ont pas eu de candidats, donc pour lesquels il y a un PV de carence. Tout à fait. Et que dans ce cas-là, que les règles pourront s'appliquer. Elles ne seront pas applicables pour l'entreprise de 11 salariés et plus qui n'a pas organisé ces élections professionnelles. C'est effectivement, Madame Chauvin, merci de cette précision effectivement qui est très importante, d'où l'intérêt effectivement de ce petit focus que nous avons fait en propos introductif. Le CSE peut être un acteur de la négociation d'entreprise, mais vraiment, on ne peut pas forcer évidemment les salariés à être candidats, mais encore faut-il effectivement pour pouvoir utiliser ces différentes possibilités de négociation que l'employeur ait lancé le processus d'organisation des élections professionnelles, et ce n'est qu'à défaut de pouvoir obtenir des candidats se présentant à ces élections que l'employeur peut en justifier via un procès-verbal de carence et donc là, lui permettre de passer par des salariés mandatés ou par un référendum. Tout à fait. Je voudrais rajouter un petit point concernant justement ces accords pour compléter un petit peu ce que disait Charline, c'est que tout accord n'est pas définitif. Il s'agit d'une négociation dont on peut limiter l'accord ou ne pas le limiter, mais on peut toujours revenir et rediscuter d'un accord justement en fonction de l'évolution de l'entreprise, de la santé de l'entreprise, et puis surtout, comme on l'a vu suite à cette expérience Covid, d'un retour à une situation normale qui peut conduire un accord à être peut-être soit obsolète, soit révisable, soit avec une volonté d'une majorité des salariés de revoir les principes de cet accord, notamment lorsqu'il s'agit de durée du travail, de mesures salariales, où c'est important aussi d'avoir cette possibilité de revenir sur un accord. Donc ça, c'est pas définitif, je voulais un petit peu compléter parce que c'est très important dans les négociations de se dire que rien n'est définitif. Vous dire aussi que, bien évidemment, on peut négocier sur tous les thèmes qui sont définis par le Code du travail en respectant ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. Il faut savoir que dans certaines branches, il y a des thèmes, alors vous l'aurez dans la diapo qui vous sera envoyée un peu plus élargie, il y a des thèmes sur lesquels, qui sont listés et qui font partie de certaines branches dont on ne peut pas négocier ou réviser un accord. Il s'agit aussi souvent d'entreprises spécifiques qui comprennent un certain nombre de dangers et qui peuvent justement mener ces branches à avoir cette primauté au niveau de l'accord. Sauf à dire que l'accord émet des principes équivalents ou supérieurs, mais jamais en deçà de cette primauté au niveau de ces accords de branche. Alors, la loi, bien évidemment, fixe des règles au niveau de la négociation aussi. On ne peut pas non plus, alors il y avait, comme l'expliquait Charline, le préalable des 15 jours, l'information, la consultation, mais on ne peut pas réduire une négociation à une discussion d'un jour et après vite passer à la forme de négociation ou de signature ou pas d'un accord. Un accord a besoin de s'étudier, de l'analyser, de réfléchir, de débattre, de discuter. Donc, il y a bien évidemment des préalables à la négociation d'un accord. Alors, on peut donner quelques exemples, bien évidemment. Ça peut être définir les modalités d'aménagement du temps du travail, organiser la répartition du travail,
sur une période supérieure à la semaine. Donc, c'est comme on l'a déjà cité dans d'autres diapositives, à savoir lorsqu'il y a un surcroît de travail ou des périodes qui sont plus intenses selon l'activité de l'entreprise. On peut mettre en place, donc, avec un accord, une prime d'assiduité, d'ancienneté, tout ce qui peut concerner les primes qui visent, bien évidemment, à bien poser un cadre aussi avec des critères précis, parce que justement, c'est ça aussi ce que permet l'accord, c'est bien marquer des critères objectifs qui peuvent définir le cadre de l'obtention d'une prime. Voilà, instaurer un intéressement. Bien évidemment, l'intéressement passe par un accord et on a pu le voir dans les tableaux que nous a présenté Charline, un certain nombre d'accords, que ce soit sur l'intéressement et l'épargne salariale, là aussi, qui définissent les principes, comment on met en place, dans quelle situation, qui peut le percevoir, tout ça, ce sont bien des éléments objectifs et qui doivent être posés et surtout portés à la connaissance des salariés. On a également les mesures qui sont dans le cadre de l'égalité professionnelle. Donc ça aussi entre les femmes et les hommes, que ce soit en termes de rémunération, de conditions de travail, d'accès aux emplois, donc la mixité des emplois, tout ce qui permet de mettre en œuvre toutes les chances pour les hommes et les femmes dans un cadre d'égalité, bien évidemment, professionnelle. Accorder des congés pour des événements familiaux, quand bien même la convention collective n'a pas cette possibilité, on est toujours à même, dans une entreprise, de proposer, on n'est pas toujours dans le cadre et du Code du travail et de la convention collective. Lorsqu'il s'agit d'un plus, on peut toujours proposer, et bien évidemment, ça se fait dans le cadre d'un accord. Il y a, comme on peut citer aussi, les accords qui permettent, on l'a vu dans plusieurs entreprises, de faire des dons de congés à des collègues de travail dans le cadre d'une situation familiale avec des enfants lourdement handicapés, une charge, voilà, qui permettent aussi cette possibilité aux salariés. Et ça peut se faire également dans le cadre d'un accord collectif. Donc, vous le voyez, le champ et les thèmes sont larges. Bien évidemment, il s'agit surtout toujours d'avoir cette discussion et de trouver un terrain d'entente qui satisfasse l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Alors, pour concrétiser justement ces espaces de dialogue social qui peuvent déboucher sur la signature d'accords d'entreprise, nous vous proposons maintenant d'entendre le témoignage de la PME SMAC qui se situe à la Garde, une entreprise qui a un effectif de 48 salariés, qui dispose d'un comité social et économique, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail et d'un délégué syndical. Il s'agit d'une entreprise justement dans laquelle le dialogue social, les espaces de dialogue social qui ont été créés ont permis de déboucher sur la conclusion de 2 accords. Bonjour, je m'appelle Henri Soulard, je suis mélangeur au sein de l'entreprise SMAC depuis 5 ans. Je suis aussi membre du CSE, délégué du personnel et délégué syndical. Bonjour, Jérôme Tesson, donc directeur général chez SMAC depuis 1 an. SMAC est une société varoise qui a été créée en 1947, qui développe des solutions élastomères dédiées au secteur de l'aéronautique, du spatial, de la défense, mais également du sport et du racing. SMAC, c'est une entreprise qui est composée de 48 salariés, qui possède un capital social d'1 million d'euros. Nous avons également un CSE et un CSST. Comme précisé précédemment, SMAC possède un CSE et un CSST. Au titre du CSE, il y a des réunions mensuelles qui justement permettent de favoriser le dialogue social, d'une part. D'autre part, nous avons également instauré un système de petit déjeuner mensuel où, au cours de 20 minutes de convivialité, l'entreprise se rassemble, se réunit. Il y a également les entretiens individuels et les entretiens professionnels. Et puis, il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? C'est le fait que tous les jours, je prenne le temps de saluer l'ensemble du personnel, un par un, en faisant le tour de l'atelier et dans les bureaux. Comme vous pouvez l'imaginer, ce qui est vrai dans toutes les entreprises de France est vrai également chez SMAC. Il y a de fait des divergences entre le patronat et les représentants du salarié, puisque chacun a des intérêts à
comment dirais-je, à défendre, et que l'objectif du dirigeant et du représentant du personnel, c'est justement d'avoir cette intelligence, de pouvoir à un moment donné se retrouver, se rassembler, converger. Et ça ne peut se faire que par la libre parole, d'une part, mais également par la volonté d'être dans une co-construction, d'être dans cette volonté de co-construire ensemble les solutions qui vont permettre justement d'atteindre cette convergence. Ces espaces de dialogue social ne fonctionnent que par l'implication des salariés au sein de la SMAC. Ce qui est contraignant et qui prend beaucoup de temps et qui pompe énormément d'énergie, c'est la gestion du conflit. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir à gérer des conflits, c'est justement de pouvoir les anticiper. Et ces bulles que l'on crée au travers le CSE, au travers les différents rendez-vous que j'ai présentés précédemment, permettent justement de favoriser le dialogue social et donc de fait d'atténuer, d'anticiper, d'être proactif vis-à-vis des tensions qu'il peut y avoir dans une entreprise, au sein des équipes. Créer du tissu social dans l'entreprise prend toujours beaucoup de temps, mais n'est jamais contraignant. L'ensemble du personnel est concerné par le dialogue social, puisque si c'est l'affaire de tous, c'est que ça concerne chacun. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, oui, effectivement, le CODIR est sur le pont également à ce sujet-là, puisque de manière systématique, on fait remonter au cours des réunions du CODIR les différentes tensions, questions qu'il peut y avoir au sein des équipes, pour justement permettre et favoriser le dialogue social. En termes de temps, c'est du quotidien, c'est la capacité que l'on peut avoir à regarder l'autre, à s'intéresser à ce que fait notre collaborateur, notre collègue, justement pour faire en sorte que les choses aillent bien. Donc c'est assez difficile de dire ce que ça représente en termes de temps, mais par contre, c'est beaucoup plus économe de consacrer ce temps de cette manière-là, plutôt que d'avoir derrière à gérer du conflit, des tensions, qui là sont nauséabonds, tant pour les salariés que pour l'entreprise. Il y a une meilleure cohésion des salariés au sein de l'entreprise grâce au dialogue social. Cela permet de souder les services, interservices. Le dialogue social permet une meilleure cohésion et de fait, une meilleure santé des ouvriers au travail et sûrement une meilleure santé de l'entreprise. Les salariés ont le sentiment d'être plus impliqués et d'être acteurs de leur propre entreprise. La création de tissu social au sein de l'entreprise est pour moi fondamentale. Une entreprise, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin certes d'avoir une direction, mais d'avoir également des collaborateurs qui s'impliquent. Et le meilleur moyen d'impliquer les collaborateurs, c'est justement de faire preuve de transparence et de faire en sorte que chacun, puisse s'impliquer dans le processus de décision. Et pour cela, ça nécessite également aux dirigeants de traiter l'ensemble des collaborateurs d'égal à égal. Alors, une crise à ce site particulier, c'est qu'elle met en évidence soit les carences, soit les besoins d'une entreprise. Et là, en l'occurrence, au travers de la crise du Covid, on a fait émerger le besoin de développer le télétravail. Et force est de constater que le télétravail est un véritable outil pour l'entreprise comme pour le collaborateur. Ça lui permet de pouvoir se mettre un peu en écart de l'entreprise lorsqu'il a besoin de travailler, de se mettre dans une bulle. Donc c'est tout à fait bénéfique pour l'entreprise comme pour le collaborateur de pouvoir favoriser ce type de dispositif. Donc nous avons effectivement non pas négocié, mais nous avons coécrit cet accord sur le télétravail qui évolue sur 3 niveaux, à savoir régulier, occasionnel et obligatoire. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça a été coécrit ? Tout simplement parce que le projet a été présenté aux représentants du personnel, il a été commenté, les commentaires ont été intégrés dans le document et ce document a été signé. C'est ça la co-construction. À l'accord sur le télétravail, j'ai voulu impérativement qu'on puisse y ajouter un accord sur le droit à la déconnexion, tout simplement pour préserver la vie privée du collaborateur. Les personnes qui évoluent en télétravail sont généralement des personnes qui évoluent sur la fonction commerciale ou sur la fonction ingénierie chez nous. Et il est important de pouvoir borner le temps de travail et le temps de connexion sur son outil de travail, mais également le temps de déconnexion vis-à-vis de l'outil de travail. Et lorsque l'on est chez soi, c'est toujours plus ou moins compliqué. Et donc cet accord permet justement de bien cadrer les choses. C'est important tant pour l'entreprise que pour le salarié. L'entreprise a besoin d'avoir des salariés qui soient impliqués, pas fatigués, impliqués. Et le droit à la déconnexion, c'est aussi un moyen de protéger les salariés. Suite à la pandémie, de nombreux problèmes ont surgi dans l'entreprise
Il a fallu apporter des solutions, faire des accords d'entreprise. L'accord sur le droit à la déconnexion a suivi l'accord sur le droit au télétravail. Pour les besoins opérationnels de l'entreprise, différents accords ont été signés, permettant ainsi de limiter les risques psychosociaux. La pandémie a mis en évidence les besoins de télétravail. S'il n'y a pas de dialogue social, il y a de fait pas d'avancée sociale, pas d'implication des salariés dans l'entreprise et un manque de compétitivité. Le dialogue social apportera d'autant plus cette facilité à créer des synergies, des dynamiques entre les salariés et la direction, puisque nous ne sommes pas les uns contre les autres, nous sommes les uns avec les autres, et que notre objectif, c'est justement de faire en sorte que chacun puisse s'impliquer, puisse converger vers ce Graal commun qui est la recherche de productivité et faire en sorte que l'entreprise grandisse, croisse. Et lorsque l'entreprise grandit, croît, eh bien, tout le monde est gagnant dans l'affaire, les salariés comme la direction. C'est à moi. Un petit commentaire sur ce témoignage, mesdames? Oui, mais déjà merci pour ce second témoignage fort intéressant et différent de la première démarche dans une entreprise, on va dire, plus grande et structurée différemment. Moi, je voulais souligner par rapport à ce témoignage, c'est très empreint d'humanité déjà, ce que je souhaite remercier donc les acteurs. Et puis, on voit dans ce témoignage qu'il y a un élargissement aussi de ce qui est défini en matière de CSE, à savoir qu'un CSE, c'est une réunion tous les 2 mois. Là, l'employeur, comme le salarié ou le représentant des salariés, nous parle d'une réunion mensuelle. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté de dialogue social régulier avec la mise en place de cette réunion mensuelle. Dire aussi que cette histoire d'accord sur le télétravail, on a pu justement en discuter entre nous et le souligner avec cet accord qui a suivi sur le droit à la déconnexion. Mais on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui allait de fait et qui était très intéressant parce qu'on sait à quel point malheureusement les effets télétravail sont aussi importants et puis induisent des risques psychosociaux, on le voit très bien. La reconnaissance aussi de l'investissement de chacun lorsque la direction nous fait part d'aller dire bonjour tous les matins à ses salariés. Alors ça peut paraître anodin ou un petit peu anecdotique, mais c'est quelque chose qui est important parce que ça fait partie du respect du travail de chacun. Puis là, véritablement, on sent aussi cette volonté de discuter, de débattre, d'échanger. On parle justement d'idées divergentes et justement pour essayer d'assurer cette économie et cette entreprise qui doit aussi se renouveler et certainement s'adapter à tous les changements. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir ce dialogue. Voilà, donc merci pour ce second témoignage. Merci à vous pour ce retour. Alors, c'était le temps qu'on avait prévu pour les questions. Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'une question. Je pense que ça sera plutôt pour Madame Leplat. Donc, nous sommes dans une PME de 15 personnes qui a organisé en 2020 ses élections CSE, PV de carence, car personne ne s'est présenté. Première question, ça c'est une question qu'on a régulièrement, c'est est-ce que du coup, il faut quand même recommencer le processus électoral tous les ans? Et deuxième question, comme ça on traitera l'une après l'autre, est-ce qu'il y a un autre organe qui peut se substituer au CSE? Alors sur la première question, est-ce que une fois que il y a eu un premier tour, il y a eu un PV de carence, il n'y a pas eu de candidat plutôt, excusez-moi, un PV de carence. Pour autant, non, il n'y est pas. Le Code du travail ne prescrit pas, n'oblige pas l'employeur à organiser une élection tous les ans, dès lors que on est sur un processus électoral qui, en principe, se déroule tous les 4 ans. Sauf, puisque ça existe quand même, il faut le rappeler, vous avez des entreprises qui, notamment par accord d'entreprise, ont réduit la durée des mandats. Donc, si ça s'accompagne d'une réduction du mandat de 4 à 2 ans, donc à ce moment-là, ce sera tous les 2 ans.
précision quand même aussi, c'est que il peut y avoir aussi pendant ce temps, eh bien aussi une organisation syndicale qui demande l'organisation d'élections professionnelles. Donc il appartient là aussi à l'employeur d'y répondre et donc d'organiser les élections professionnelles quand il y a une organisation syndicale ou un salarié qui demande à ce que ces élections soient organisées. Sur la deuxième partie de la question, est-ce qu'il est possible de substituer par une autre instance le comité social et économique? Dans le Code du travail, la seule instance représentative du personnel est celle du comité social et économique. Dès lors qu'on parle d'instances représentatives, c'est-à-dire des salariés qui ont élu d'autres salariés au sein de l'entreprise et avec effectivement des moyens, des prérogatives, des modalités de consultation, des thèmes de consultation qui sont prescrites par le Code du travail. Après, c'est ce qu'on a vu, il peut y avoir, et heureusement, dans les entreprises, d'autres espaces de dialogue social. Mais juridiquement parlant, la seule instance représentative du personnel est le comité social et économique avec toutes les prérogatives dont le CSE est doté. Il n'y a que le CSE qui est doté de ses prérogatives juridiques. Voilà pour la question qui a été posée. Merci Madame Leplat pour cette réponse. Autre question, qu'en est-il de la reconnaissance des élus par rapport à leurs activités au CSE assez chronophages? Alors, la reconnaissance. Moi, je veux bien répondre à cette question parce que, en tant que présidente de l'Observatoire du dialogue social, vu que c'est une présidence en alternance, cette année, c'est les organisations syndicales qui sont amenées à présider, dont je fais partie. Nous travaillons dans le sens de la reconnaissance, justement, de la valorisation des compétences des élus, parce qu'effectivement, c'est une activité qui nécessite un investissement, des compétences, des connaissances, une analyse. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on invite bien évidemment nos élus à se rapprocher de nous afin qu'on puisse les aider, les former, de façon à justement les aider dans ce mandat. Et après, en ce qui concerne la reconnaissance au niveau de l'entreprise, il est bien évident aussi qu'on peut mettre en place un accord d'entreprise qui n'écarte pas les élus dans tout ce qui est, on va dire, requalification, promotion, qui peut être quelque chose qui ne les écarte pas, en fait, effectivement, de la reconnaissance par les employeurs de tout ce qui peut être qualifiant, de toutes ces compétences qu'il est nécessaire d'avoir pour assurer ce mandat. J'espère avoir répondu. Est-ce que finalement, donc il y avait une question qui était, mais finalement, comment est-ce qu'on peut favoriser l'implication des salariés pour être candidat aux élections professionnelles? Est-ce que pour vous, justement, la création d'espaces de dialogue social dans l'entreprise peut quelque part aussi favoriser des candidatures de personnes aux élections professionnelles? Alors, pardon, Charline, juste un petit point. Je pense qu'on a tendance, alors certes, on vient de répondre sur une situation où on dit que ça nécessite des compétences, des connaissances et c'est un peu chronophage, mais on a tendance peut-être à diaboliser cette représentation et qu'il faut aussi permettre à celles et ceux qui se poseraient la question ou qui seraient en capacité de l'assumer, de leur dire que c'est pas non plus une charge voilà, qui va peser et qui va les gêner aussi dans leur travail quotidien, mais qu'on va leur permettre d'associer l'information et la formation, et surtout que c'est un espace pour eux où ils vont avoir un échange privilégié avec les salariés, où eux vont se faire le porte-parole de ces salariés. Et ça n'exclut pas, bien évidemment, pour ces représentants et ces élus, d'aller à la rencontre des salariés pour leur demander leur avis, leur analyse, voilà. Certes, je comprends que quelquefois ça puisse faire peur parce que ça nécessite des compétences, mais il y a la formation obligatoire, il y a des dispositifs. Je vais laisser la place à Charline pour rajouter là-dessus. Tout à fait. Être élu du personnel, ça aussi, ça s'apprend.
il y a des dispositions dans le Code du travail, donc la durée peut varier de 3 à 5 jours selon la taille de l'entreprise. Et vous avez notamment, mais pas que, évidemment, les organisations syndicales sont aussi force de proposition pour former des salariés, mais vous avez aussi l'Institut régional du travail, que la DRETS, nos services financent, notamment sur l'aspect formation. Donc, c'est à la fois la formation à la santé et sécurité, la formation aussi à l'exercice des missions économiques du CSE. Donc, tout ça, ça s'apprend, ça se cultive. Et effectivement, aussi, comme le disait Madame Barnel, est sous-tendu aussi par tout ça. Devenir candidat, ça tombe pas comme ça du ciel d'un coup. Ça, voilà, c'est pas je me lève un matin, je vais être candidat aux élections. C'est quelque chose, effectivement, quand on est sur le terrain, quand on vit dans l'entreprise, quand on est en contact quotidien avec ses collègues, mais aussi avec la direction. On l'a vu, le témoignage de l'entreprise SMAC, le directeur le dit sans détour. Le relais qu'il a auprès du CSE est pour lui précieux, puisqu'il le dit, gain de temps, on évite de perdre du temps sur les conflits individuels. Tout le monde a à y gagner. Mais ceci étant, il faut pouvoir effectivement marcher à son rythme. On ne devient pas élu du personnel avec toutes les compétences, et personne ne peut d'ailleurs prétendre avoir toutes les compétences dédiées en la matière. L'important, c'est que l'élu du personnel puisse être le porte-parole, les yeux, parfois les oreilles aussi, de ce qu'il voit sur le terrain, parce que la direction ne peut pas veiller à tout, être un point aussi de vigilance et de relais et de force de proposition pour aller tendre. Et d'ailleurs, tant l'élu du personnel que le directeur de la SMAC le disait, finalement, tout le monde y gagne, et les salariés et l'entreprise. Voilà un petit peu pour répondre à cette vaste question de comment devient-on candidat dans une Juste pour compléter, le mandat d'élu et de représentant du personnel, on octroie un dégagement d'heures justement pour assumer et assurer ce rôle. Donc ça aussi, c'est important parce que ce dégagement d'heures est important. C'est du temps de travail effectif pour pouvoir justement aller à la rencontre des salariés, travailler sur les dossiers sur lesquels on est saisi. Voilà. Alors, on a encore reçu quelques questions, mais comme le temps qui nous était imparti touche à sa fin, je vais proposer à la personne qui nous a adressé ces questions qu'on revienne vers elle à l'issue du webinaire. Je vous laisse peut-être un mot de conclusion. Oui, merci. Mais écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura convaincu de l'intérêt du dialogue social. Vous dire aussi que, bien évidemment, l'efficacité du dialogue social se ressent dans l'efficacité économique, le progrès social au niveau de ses salariés, qu'il est important de tenir compte des acteurs du monde du travail. Et comme vous l'aurez compris, vous pouvez toujours nous interpeller et saisir l'Observatoire du dialogue social quand bien même vous avez des questions ou des demandes. On se fera un plaisir de vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Je vous remercie à toutes et tous. Merci. Merci Madame Barnel, merci Madame Leplat pour la qualité de vos interventions. Je tenais également à remercier les équipes techniques de l'Union patronale du Var, non seulement l'équipe qui a réalisé et monté les interviews, mais aussi celle qui gère le back-office des webconférences. Merci à vous d'avoir suivi cette webconférence dont le support complet vous sera adressé dans les plus brefs délais et dont le replay sera accessible dans les minutes à venir. L'Union patronale du Var vous donne rendez-vous le 24 mars à 9h pour sa prochaine webconférence qui sera animée par l'APEC et qui portera sur le thème des entretiens professionnels. Bonne journée à tous et à bientôt.